Je m'appelle Julien. J'ai 34 ans. Il y a exactement 2 ans, je suis sorti d'un tribunal du centre-ville de Chicago, serrant fermement dans ma main droite les documents finalisés de mon divorce. Moins de 24 heures après ce moment précis, mes propres parents m'ont complètement renié pour avoir tenté de sauver notre entreprise familiale d'un pillage en règle. Alors que je me tenais sur ces marches en béton gelé, respirant encore l'air glacial d'un mariage entièrement détruit, j'ai appelé mon père. Je lui ai dit de licencier immédiatement tout le personnel que mon ex-belle-famille avait placé dans notre entreprise familiale. Sa réponse est quelque chose que je n'oublierai jamais de toute ma vie. Il m'a dit que je me montrais vindicatif, mesquin et que j'embarrassais profondément le nom de notre famille devant toute la communauté. Ce soir-là même, mon ex-belle-mère s'est tenue sur le porche de ma maison en hurlant que j'étais un raté sans valeur. Tandis que mes propres parents écoutaient en haut-parleur et se montraient enthousiasmés par chacun de ces mots, ils m'ont jeté à la rue dans le froid, simplement pour protéger leur précieuse image sociale. Mais il y avait une chose immense qu'ils ne savaient pas. Mon travail d'avocat principal spécialisé dans la conformité signifiait que je savais exactement comment suivre la trace de chaque centime qu'ils pensaient avoir caché dans l'ombre. Et aujourd'hui, les personnes même qui m'ont jeté comme un déchet me supplient désespérément de les aider à échapper à une vaste poursuite judiciaire fédérale. Avant de vous raconter exactement comment tout ce cauchemar s'est déroulé, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez sincèrement que la vérité finit toujours par éclater et que la justice finit par servir ceux qui le méritent. Et s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires ci-dessous depuis où vous nous regardez. À présent, revenons au jour précis où le véritable désastre a commencé. Le vent venant du lac Michigan cet après-midi-là était absolument brutal. C'était le genre de froid qui traverse directement un lourd par-dessus en laine et s'installe profondément dans vos os. Honnêtement, cela correspondait exactement à ce que je ressentais dans ma poitrine. Mon divorce avait été un processus épuisant, misérable et extrêmement coûteux qui s'était éternisé pendant près d'1 an et demi. Mon ex-femme s'était battue pour absolument tout avec une arme que je ne lui soupçonnais pas. Elle visait directement mon salaire de base, mes comptes de retraite durement gagnés, les petits investissements immobiliers que j'avais réalisés des années avant même notre mariage. Et elle avait même tenté de réclamer une forme fictive de garde légale sur les actifs financiers et l'héritage que mon grand-père m'avait laissé. Elle voulait me vider complètement. Je me suis défendu, non par cupidité, mais parce que je connaissais les longs et sombres antécédents de manipulation financière de sa famille. Au début de notre mariage, durant des jours supposés plus heureux, j'avais commis une grave erreur de jugement. J'avais convaincu mon père, Gideon, d'embaucher plusieurs de ses parents dans son entreprise de logistique. C'était une terrible erreur de départ. J'ai passé les 6 derniers mois de mon mariage à découvrir discrètement un réseau profondément caché et sophistiqué d'inventaires d'entrepôts manquants, de rapports de dépenses lourdement gonflés et de fournisseurs d'entreprises fantômes, le tout lié directement à ma belle famille. Ils étaient en train de vider discrètement et efficacement la moyenne entreprise de mon père lorsque j'ai présenté ces preuves indéniables à mon ex-femme dans l'intimité de notre cuisine. Elle a complètement tenté de me manipuler. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que j'étais paranoïaque et contrôlant. J'ai donc fait mes valises, engagé l'avocat le plus impitoyable que j'ai pu trouver et demandé le divorce. Lorsque le juge a finalement abattu son lourd marteau en bois et déclaré le mariage officiellement et légalement dissous, mon tout premier réflexe a été de protéger les miens. J'ai serré mon téléphone sur les marches du tribunal, mes articulations devenant d'un blanc éclatant contre le plastique noir et froid, et j'ai composé le numéro de bureau privé de mon père. Je lui ai exposé la situation clairement, sans une once d'hésitation. Je lui ai dit que le divorce était officiellement prononcé, les papiers signés, et qu'il devait licencier le frère et le cousin de mon ex-femme avant la fin de la journée de travail, avant qu'il ne vide complètement ses comptes d'exploitation. Mon père ne m'a pas demandé les preuves que j'avais accumulées. Il ne m'a pas demandé comment je tenais le coup après la journée la plus difficile et la plus épuisante de ma vie d'adulte. Il a poussé un lourd soupir exaspéré qui a résonné durement dans le haut-parleur du téléphone. Il m'a dit que je laissais un différent personnel de garde sur des meubles et de la fierté obscurcir mon jugement professionnel d'entreprise. Il a dit que je donnais à la famille une image chaotique, instable et faible. Il m'a dit que les vrais hommes d'affaires n'agissaient pas par dépit émotionnel, et il a catégoriquement refusé de les licencier. Ce soir-là, la lourde sonnette en laiton de ma maison de ville a retenti de manière agressive. Ce n'était pas un coup de sonnette poli. C'était une pression furieuse et continue sur le bouton. J'ai ouvert la lourde porte en bois et j'ai trouvé Brenda, mon ex-belle-mère.
Elle a complètement ignoré les politesses d'usage et a commencé à hurler à plein poumon à la seconde même où la porte s'est entr'ouverte. Elle a exigé que j'appelle immédiatement mon père pour garantir la promotion professionnelle de son fils au sein de l'entreprise de logistique. Elle a menacé de propager des rumeurs calomnieuses et destructrices pour ma carrière auprès de chaque ami de la famille que nous partagions, afin de s'assurer que je serais entièrement banni de nos cercles sociaux d'élite. Elle m'a presque craché au visage en me promettant qu'elle détruirait complètement ma réputation lors de la prochaine réunion des copropriétaires de notre quartier, simplement pour son propre divertissement personnel. Ce qui m'a véritablement choqué, cependant, ce n'était pas son comportement agressif et déséquilibré. C'était le fait indéniable qu'elle tenait fermement son smartphone coûteux dans sa main gauche. L'écran brillait dans l'obscurité de la soirée, affichant un appel en cours. L'identité de l'appelant était clairement visible. C'était mon père. Je me tenais là, pétrifié sur mon propre porche, écoutant Gideon s'excuser abondamment auprès de Brenda pour mon comportement soi-disant erratique. Mon propre père disait à cette femme méprisable que j'étais mentalement instable à cause des procédures d'un divorce épuisant, et que les emplois et les salaires de sa famille étaient entièrement en sécurité sous son toit. Il lui a dit que je n'aurais plus jamais mon mot à dire, aucune influence ni aucun pouvoir dans l'entreprise familiale. Il m'a coupé l'herbe sous le pied là, sur le porche, me traitant comme un employé indiscipliné plutôt que comme sa propre chair. Brenda a affiché un sourire venimeux et extrêmement satisfait. Elle m'a regardé comme si j'étais un insecte pathétique qu'elle venait d'écraser sous son talon de créateur hors de prix. J'ai refermé la porte doucement. Je n'ai pas crié. Il n'ai rien jeté contre les murs. Je suis simplement allé dans ma cuisine sombre et calme, je me suis versé un grand verre d'eau fraîche du robinet et j'ai fini par accepter la dure réalité, je n'avais plus de famille. Je croyais que le pire de la trahison était passé. Je pensais que la douleur émotionnelle avait enfin atteint sa limite absolue. Je me trompais tellement. 8 longs mois éprouvants s'écoulèrent dans un silence total et étouffant. Il n'y eut aucun appel pour les dîners de Thanksgiving. Aucun SMS rapide pour vérifier si je survivais aux fêtes de fin d'année complètement seul. J'ai passé tout mon temps à travailler, plongeant mon esprit et mon énergie dans des audits d'entreprises complexes, d'épais dossiers juridiques et des feuilles de calcul de conformité interminables. J'ai reconstruit ma vie dans le calme absolu. Puis, un mardi ordinaire, une enveloppe épaisse et lourde, de couleur crème, est arrivée dans ma boîte aux lettres sécurisées. C'était une invitation de mariage. Mon frère cadet, Harrison, se mariait avec une femme nommée Valeria. Harrison était l'enfant prodige contesté et farouchement protégé de la famille Ward. Il avait 32 ans, ne vivait que pour la validation sur les réseaux sociaux et traitait son existence entière comme un événement de réseautage sans fin et épuisant. Tandis que je passais mes longues journées dans des salles de conférences d'entreprises sans fenêtres, à lire méticuleusement des audits de conformité et à traquer les passifs cachés. Harrison s'occupait à louer des voitures de sport de luxe dont il pouvait à peine assumer les mensualités et à proposer de vagues idées de start-up qui nécessitaient toujours l'argent durement gagné de quelqu'un d'autre. Valeria était absolument parfaite pour lui. Elle dirigeait une entreprise de promotion immobilière haut de gamme, conduisait fièrement une Porsche 911 neuve au bruit agressif et savait exactement comment flatter mes parents pour obtenir leur attention exclusive et leurs éloges infinis. J'ai longuement hésité à jeter ces invitations gaufrées d'or directement à la poubelle, mais je suis un homme qui respecte profondément le devoir et les liens familiaux fondamentaux, même lorsque ces liens même m'étouffent. J'ai enfilé mon plus beau costume bleu marine sur mesure, ciré mes chaussures jusqu'à ce qu'elles ressemblent à du verre noir, et me suis rendu au country club très fermé qu'ils avaient loué pour la soirée. Le vaste domaine sentait fort les roses blanches fraîches et les bougies coûteuses au citron importé. Tout le monde dans la pièce souriait de cette façon très soignée et complètement artificielle propre aux gens qui se savent surveiller de près par un photographe professionnel coûteux. Je suis entré dans la grande salle de bal résonnante et j'ai facilement trouvé le plan de table affiché sur un grand chevalet doré orné près de l'entrée. J'ai suivi la liste du doigt. Il y avait la table d'honneur, Gideon, ma maman Sylvia, Harrison, Valeria et ses parents riches et bien connectés. Juste à côté du nom de Gideon se trouvait une magnifique chaise au dossier en velours avec un épais carton de table coûteux. Mon nom y avait été inscrit à l'origine. Je pouvais clairement voir les empreintes profondes dans le papier épais où le calligraphe professionnel avait appuyé avec un stylo plume lourd. Mais quelqu'un avait pris un marqueur permanent noir épais et avait rayé mon nom d'un geste agressif et violent. Juste en dessous, d'une écriture rapide et négligée, étaient écrits les mots « assistant fournisseur ». Je suis resté là un long moment, tandis qu'un quatuor à cordes jouait doucement en arrière-plan, fixant silencieusement cette insulte publique ultime.
J'ai regardé à travers la vaste salle brillamment éclairée. Tout au fond, coincé de manière incongrue dans l'ombre près des portes battantes bruyantes de la cuisine, se trouvait une minuscule table ronde serrée contre un énorme haut-parleur. Là étaient assis 3 adolescents désintéressés fixant leur téléphone, l'assistant épuisé du photographe qui triait des cartes mémoire numériques, et une seule chaise vide qui m'attendait. Mon frère Harrison a croisé mon regard depuis l'autre bout de la pièce. Il s'est approché avec assurance, ajustant sa veste de smoking sur mesure. Il n'a pas regardé la carte de table ruinée et irrespectueuse. Il a regardé directement mon costume, vérifiant s'il correspondait à l'esthétique haut de gamme de sa journée parfaite. Il s'est penché et a parlé d'une voix basse, incroyablement serrée et menaçante. Il m'a dit de ne pas accaparer l'attention ce soir. Il a dit, tu sais comment se met notre mère quand les choses semblent déséquilibrées, négatives ou tendues pour les photos professionnelles. Il a traité mon humiliation comme une simple erreur administrative mineure que je devais discrètement accepter. Je ne me suis pas disputé avec lui. J'ai simplement ramassé la carte de table ruinée et humiliante, je l'ai pliée soigneusement en 2 et je l'ai glissée au fond de ma poche de poitrine. J'ai fait cette longue marche humiliante jusqu'au fond de la pièce, je me suis assis tranquillement à côté de l'assistant du photographe et j'ai regardé ma famille célébrer une vie qu'ils croyaient sincèrement bien supérieure à la mienne. Assis là, dans l'ombre froide, de lourds souvenirs m'ont assailli. Ce n'était absolument pas une dynamique nouvelle. Durant toute ma vie d'adulte, mes parents avaient traité ma carrière rigoureuse comme une plaisanterie ennuyeuse. Je suis avocat spécialisé dans la conformité. Je lis les documents volumineux et fastidieux que tout le monde signe aveuglément. Je trouve les clauses de pénalité cachées, les sociétés écrans offshore dissimulées, les déclarations fiscales manquantes. Je préviens les catastrophes majeures susceptibles de couler une entreprise avant même qu'elle ne fasse la une des journaux du matin. Mais ma famille aimait le succès visible, celui dont on peut facilement se vanter. Mon père aimait les inaugurations, les plaques en laiton brillant sur les murs et les hommes qui portaient de grosses montres ridiculement chères pour affirmer leur domination dans une pièce. Je me souvenais clairement d'un dîner de famille tendu quelques mois avant mon divorce brutal. Valyria venait de commencer à fréquenter sérieusement Harrison. Elle monopolisait la conversation à table, se vantant bruyamment auprès de mon père d'une acquisition immobilière commerciale massive que son entreprise, Bellstone Développement, était en train de monter. Mon père buvait littéralement ses paroles devant son ambition et ses tactiques commerciales agressives et impitoyables. J'ai simplement posé à Valyria une question juridique de base sur la façon dont elle structurait ses divulgations aux investisseurs pour éviter la responsabilité à long terme et les amendes réglementaires. Toute la salle à manger est devenue silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler. Valyria m'a regardé comme si je venais de lui demander de récurer le sol de la cuisine à genoux. Elle a affiché un sourire doux, entièrement faux, et a dit d'un ton condescendant qu'ils avaient des subalternes pour ce genre de paperasse ennuyeuse et fastidieuse. Harrison a ri bruyamment et a dit à toute la table que je livrais des avertissements pour m'amuser et que je manquais cruellement de la vision requise pour acquérir une véritable richesse. Ma mère est intervenue, disant qu'il était bien dommage que je n'ai pas l'esprit d'entreprise audacieux et intrépide d'Harrison. J'ai souri poliment et j'ai continué à manger mon steak, sachant exactement quel genre de promoteur clinquant et arrogant rejetait les questions de conformité, ceux qui construisent de fragiles châteaux de cartes financiers qui finissent inévitablement par s'effondrer. Mes sombres réflexions lors de la réception de mariage furent brusquement interrompues lorsque je me rendis au bar principal pour commander un simple soda avec une tranche de citron. Le barman s'était temporairement absenté pour changer un fût lourd, et je me suis retrouvé debout, complètement silencieux, près d'une grande colonne florale décorative. De l'autre côté, ignorant tout de ma présence discrète, se trouvaient ma mère Sylvia et ma tante Fiona. Fiona riait doucement en tenant sa coupe de champagne en cristal. Elle a explicitement demandé à ma mère si elle avait vu mon visage déconfit et misérable quand j'avais découvert la table du fond, près de la cuisine. Ma mère a poussé un long soupir théâtral et dramatique. Elle a dit que c'était tout à fait nécessaire pour préserver la paix de l'événement. Elle a expliqué à Fiona que mon divorce laid et très public avait jeté une ombre sombre et lourde sur le nom de la famille Ward, et qu'elle ne pouvait tout simplement pas risquer que je gâche l'esthétique parfaite d'Harrison à l'arrière-plan des photos du dîner officiel. Elle a admis ouvertement et négligemment avoir spécifiquement ordonné à Fiona de rayer mon nom de la carte et de me reléguer à l'arrière avec le personnel embauché. J'ai serré mon verre jusqu'à ce que mes articulations deviennent d'un blanc éclatant. Ma propre mère. Cette trahison absolue ne fut pas une explosion bruyante et spectaculaire. Ce fut un poison silencieux et étouffant instillé directement dans mes veines.
J'ai quitté la réception de mariage avant même que le gâteau coûteux ne soit coupé. Je suis rentré chez moi dans mon appartement calme et vide, j'ai sorti la carte pliée de ma poche et je l'ai posée à plat sur mon bureau en bois. J'ai juré à ce moment-là, en observant la silhouette de Chicago, que j'en avais définitivement fini d'être leur souffre-douleur émotionnelle. Mais l'univers a une façon très étrange et ironique de vous renvoyer sur le ring, juste au moment où vous pensez être parti pour de bon. Exactement 2 semaines après ce mariage éprouvant, le téléphone sécurisé de mon bureau a retenti bruyamment. C'était Gideon. Il ne m'a pas demandé comment j'allais. Il n'a pas formulé la moindre excuse pour la disposition humiliante des tables lors du mariage. Il m'a ordonné agressivement de venir immédiatement à son bureau principal dans l'entreprise de logistique, me parlant comme si j'étais un stagiaire débutant qui s'était trompé dans une commande de café. J'ai traversé la ville, j'ai parcouru le vaste sol de l'entrepôt et je suis entré dans son immense bureau d'angle. Il sentait la cire de cèdre, la vieille ambition et les cigares coûteux qu'il réservait aux clients importants. Gideon était assis fièrement derrière son grand bureau en chêne, rayonnant d'un niveau de fierté terrifiant et totalement injustifié. Il a fièrement annoncé que Valiria permettait gracieusement à la famille de participer dès le départ à l'acquisition massive d'un secteur d'entrepôt juste à l'extérieur de Milwaukee. Il a qualifié cela d'opportunité lucrative unique dans une vie qui assurerait l'héritage de la famille pour des générations. Il m'a annoncé avec audace qu'il liquidait agressivement ses fonds communs de placement les plus stables, encaissait d'anciennes obligations d'héritage et puisait l'argent dans les réserves salariales d'urgence de l'entreprise pour investir la somme astronomique de 2 millions de dollars en liquide. J'ai senti le sang quitter mon visage pour aller s'accumuler quelque part au fond de mes chaussures coûteuses. 2 millions de dollars représentaient une part massive et irremplaçable de sa valeur nette liquide. C'était l'argent destiné à lui assurer une retraite sereine. L'argent destiné à maintenir l'entreprise de logistique à flot pendant les trimestres économiques difficiles. L'argent qui servait de fondation à la stabilité de notre famille. Je me suis assis très lentement sur la chaise d'invité en cuir en face de lui. Je n'ai pas crié. J'ai gardé une voix incroyablement calme et strictement professionnelle. J'ai officiellement demandé à voir l'accord d'exploitation, les états financiers entièrement audités, les rapports de titres de propriété propres et les évaluations environnementales de phase 1 pour la propriété. Gideon a abattu sa lourde main sur le bureau en chêne massif, faisant violemment trembler sa tasse de café en céramique. Il m'a dit que je recommençais. Il a dit que Valiria faisait partie de la famille à présent, et que traiter son entreprise prospère comme une cible d'acquisition hostile était profondément insolent pour elle, pour Harrison et pour la confiance de la famille. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit en face que l'audit de conformité ne se souciait absolument pas des alliances de mariage, des liens familiaux ou des sentiments blessés. Je l'ai averti que les personnes qui précipitaient de cette manière des investissements massifs en liquide s'appuyaient souvent lourdement sur la peur émotionnelle de rater une opportunité pour masquer des failles structurelles catastrophiques dans les documents juridiques. Il a agité la main d'un air de dégoût absolu, me disant d'envoyer un email à Valiria si je voulais perdre mon propre temps. Mais le virement bancaire de 2 millions de dollars aurait lieu à la fin de la semaine, peu importe ce que je dirais ou ce que je trouverais. Je suis sorti de son bureau, je suis retourné directement à mon cabinet d'avocat et j'ai immédiatement rédigé un email très poli, juridiquement inattaquable et formel à l'attention de Valiria, demandant le dossier de divulgation standard requis par la loi pour un investissement de cette envergure. J'ai mis mon père en copie pour m'assurer qu'il y ait une trace écrite permanente et incontestable. 3 longues journées d'attente s'écoulèrent. Aucune réponse, absolument rien. À la place, j'ai reçu un appel téléphonique extrêmement agressif et déséquilibré de Harrison. Il a complètement ignoré les salutations et a commencé à hurler instantanément dans le récepteur. Il m'a accusé d'interroger agressivement sa nouvelle épouse. Il a dit que j'étais profondément jaloux de son succès financier soudain et que j'essayais activement de saboter son mariage tout neuf par pure rancœur à cause de mon propre divorce raté. J'ai répondu calmement à Harrison que si les documents juridiques étaient en règle, il n'y avait absolument rien à cacher. Il m'a insulté, m'a traité de raté misérable et a raccroché violemment. Ce soir-là, j'étais assis seul au comptoir de ma cuisine, mangeant un sandwich froid dans l'obscurité, quand mon téléphone professionnel sécurisé a vibré sur le plan de travail en granit. C'était un message urgent et hautement prioritaire de Rowan, mon assistant juridique brillant et acharné. Il m'envoyait un lien crypté sécurisé vers le système de base de données interne de vérification des conflits de notre cabinet. J'ai rapidement ouvert mon ordinateur portable et saisi mes identifiants de sécurité. Bellstone Développement avait fait l'objet d'un signalement important dans notre système interne d'entreprise exactement 8 mois auparavant.
l'un de nos clients corporatifs majeurs avait sérieusement envisagé de louer un vaste espace de bureaux commerciaux chez eux et avait engagé notre cabinet pour mener une enquête approfondie sur les activités de Valyria. Le dossier que Rowan avait découvert était un véritable désastre juridique. Belstone présentait des divulgations de propriétés profondément incohérentes et hautement suspectes. Une SARL désignait légalement Valyria comme unique membre gérant. Une autre SARL profondément enterrée mentionnait son ancienne colocataire d'université. Il y avait des transferts de fonds massifs et complètement inexpliqués entre entités corporatives, sans aucun but commercial clair, sans facture correspondante et sans aucune justification fiscale. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, résonnant dans l'appartement silencieux. Ce n'était pas encore une preuve criminelle irréfutable, mais c'était un signal d'alarme rouge vif pour blanchiment d'argent, grave mauvaise gestion d'actifs ou structure de Ponzi classique. J'ai imprimé l'intégralité du volumineux dossier, empilant proprement les feuilles encore chaudes sur mon bureau. Je n'allais pas laisser mon père perdre l'intégralité de son fonds de retraite et le travail de sa vie, même s'il me détestait profondément. Dès le lendemain matin, la situation a atteint un seuil critique extrêmement dangereux. J'ai reçu un email anonyme et entièrement crypté sur le serveur sécurisé de mon bureau. L'adresse IP de l'expéditeur était complètement masquée par un VPN, mais le fichier joint était un document PDF brut et non filtré des registres de comptabilité fiduciaire interne de Belstone. J'ai verrouillé la porte de mon bureau, fermé les stores et passé 3 heures intenses à croiser les chiffres internes avec les déclarations fiscales publiques. Les pièces du puzzle se sont enfin assemblées. Le compte fiduciaire spécifique sur lequel Valyria demandait explicitement aux investisseurs privés comme mon père de virer leur argent ne correspondait pas au compte réel légalement enregistré figurant sur les documents d'acquisition de propriété contraignants. L'argent d'investissement entrant était activement et délibérément détourné vers un compte miroir totalement distinct. J'ai compris plus tard que la fuite provenait directement de Desmond, le partenaire commercial silencieux et très secret de Valyria. Desmond était un homme cupide et calculateur qui avait réalisé que Valyria devenait extrêmement négligente dans sa structuration d'entreprise. Il voulait utiliser un spécialiste de la conformité acharné et obsessionnel comme moi pour faire exploser sa part de l'activité, afin de pouvoir facilement intervenir et lui racheter ses parts pour 3 fois rien au milieu d'un scandale juridique majeur. Il m'utilisait intentionnellement comme une arme, mais à vrai dire, ses motivations profondes m'importaient peu. Les preuves financières sous mes yeux étaient bien réelles, entièrement documentées et extrêmement accablantes. J'ai décroché mon téléphone de bureau et j'ai appelé Gideon immédiatement. Je lui ai dit clairement, fermement et sans l'ombre d'une émotion qu'il s'engageait les yeux fermés dans un piège financier massif et hautement illégal. Je lui ai dit que les comptes fiduciaires ne correspondaient absolument pas aux documents légaux de l'entreprise et que Belstone était officiellement signalé par mon grand cabinet d'avocats pour des activités hautement suspectes et potentiellement frauduleuses. La ligne téléphonique est restée totalement silencieuse pendant un long moment, extrêmement pesant. Puis Gideon a fini par parler. Sa voix était glaciale, empreinte d'un mépris total et sans équivoque. Il m'a dit que j'étais un homme brisé, misérable et pathétique, incapable de supporter de voir un autre membre de la famille accéder au bonheur ou à une immense richesse. Il m'a formellement et explicitement ordonné de ne plus jamais contacter Harrison ou Valyria au sujet de leurs affaires. Il a dit que j'étais désormais mort à ses yeux en tant que fils et qu'il ne laisserait absolument pas ma jalousie toxique gâcher son héritage. Le clic sec et sonore du téléphone qui raccroche a résonné lourdement dans mon bureau calme et vide. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je suis resté immobile dans mon salon sombre, buvant du café noir et amer, observant les lumières de la ville de Chicago scintiller à travers les stores. Je passais en revue tous les scénarios juridiques possibles, toutes les failles réglementaires et toutes les défenses de salles d'audience dans ma tête bien entraînée. À 7h42 précise le lendemain matin, mon téléphone personnel a vibré violemment sur la table basse en verre. C'était un SMS automatisé transféré directement par Gideon. C'était une capture d'écran claire et haute résolution d'une confirmation de virement bancaire. 2 millions de dollars officiellement et définitivement sortis de son compte sécurisé. Sous la photo figurait une seule phrase brutale et dévastatrice rédigée par mon père, « Arrête d'essayer de diriger ma vie ». J'ai fixé l'écran lumineux pendant un long moment. La colère sourde et lourde que je portais depuis des mois s'est évanouie en un instant. Elle a été soudainement remplacée par un calme profond, terrifiant et absolu. Le genre de calme glacial qui ne survient que lorsque l'on réalise enfin que l'on a fait absolument tout ce qui était humainement possible pour sauver quelqu'un d'un bâtiment en flammes et qu'il choisit de verrouiller la porte de l'intérieur. Désormais, les conséquences financières et juridiques dévastatrices leur appartenaient entièrement. J'ai pris une douche brûlante,
enfilé mon costume gris anthracite le plus élégant et le plus intimidant, ajusté ma cravate et conduit agressivement dans le trafic dense du matin vers mon cabinet d'avocat. À 9 heures précises, notre cabinet devait examiner minutieusement un important dossier de propriété en difficulté pour un client bancaire institutionnel majeur. Le vendeur de ce portefeuille de propriété en difficulté était Bellstone Développement, l'entreprise de Valeria. Lorsque je suis repris d'un pas assuré dans le bureau collectif principal, ma lourde mallette à la main, Tristan, un avocat rival ambitieux et sournois de ma division qui adorait écraser les autres pour obtenir une promotion rapide, m'a intercepté dans le couloir. Tristan savait tout du dossier hautement sensible de Bellstone. Il a affiché un sourire arrogant et particulièrement agaçant en me disant que j'étais officiellement écarté de la réunion. Il a affirmé d'un ton suffisant avoir parlé à l'associé gérante tôt ce matin et lui avoir dit que je présentais un conflit d'intérêts grave et hautement contraire à l'éthique parce que Bellstone était dirigé par ma nouvelle belle-sœur. Tristan voulait désespérément s'attribuer toutes les heures facturables massives et la gloire professionnelle de conclure seul cette transaction bancaire de plusieurs millions de dollars. Je n'ai pas scié. Je ne me suis pas disputé avec lui dans le couloir public. Je l'ai simplement fixé du regard, je suis passé droit devant son visage suffisant et j'ai frappé fermement à la porte en verre dépoli de l'immense bureau d'angle de Cassandra. Cassandra était notre redoutable associée gérante. C'était une femme brillante et impitoyable qui se moquait éperdument des sentiments blessés, des drames familiaux ou des querelles de bureau puérils. Elle ne se souciait que de la stricte limitation des risques de l'entreprise, d'une facturation irréprochable et de protéger farouchement le cabinet contre d'éventuelles poursuites en responsabilité civile massive. J'ai pénétré dans son bureau sans attendre d'invitation et j'ai déposé un classeur épais, parfaitement organisé et indexé sur son bureau en acajou verni. Je l'ai regardé droit dans les yeux, conservant un calme professionnel absolu, et je lui ai dit que j'avais dûment et légalement déclaré par écrit mon lien familial au service des ressources humaines de l'entreprise il y a exactement 3 semaines. Je lui ai précisé que je ne représentais absolument pas Bellstone, à aucun titre. J'étais en train de réaliser un audit impitoyable et rigoureux pour protéger notre client bancaire d'un désastre majeur. Puis j'ai tapoté l'épais classeur du bout de l'index. Je lui ai dit que Bellstone détournait activement les fonds d'investisseurs privés via un compte fiduciaire miroir hautement illégal et totalement non enregistré, et que si notre client bancaire signait cette acquisition aujourd'hui, notre cabinet serait directement impliqué dans la facilitation d'une fraude bancaire fédérale à grande échelle. Cassandra a lentement ouvert le lourd classeur. Elle a lu la première page dans un silence total et ininterrompu, puis la seconde. Son expression vive et calculatrice n'a pas changé, mais l'atmosphère dans la pièce est devenue incroyablement lourde et dangereusement tendue. Elle a refermé lentement le classeur, a levé les yeux vers moi avec un regard perçant et froid, et m'a posé une question simple et directe. Elle m'a demandé si je pouvais légalement prouver cette fraude massive aujourd'hui même dans la salle, devant des acheteurs particulièrement impatients. Je lui ai répondu que je disposais de l'intégralité du fil conducteur financier incontestable, verrouillé à la minute près pour les transferts offshore. Cassandra s'est levée, lissant sa jupe ajustée. Elle a regardé à travers la cloison vitrée Tristan, qui rôdait nerveusement à l'extérieur comme un vautour attendant des restes. Elle a pointé un doigt manucuré directement vers moi. Julien dirige l'évaluation des risques aujourd'hui. Va dans cette salle et démonte-les complètement. J'ai remonté le long couloir moquetté en direction de la salle de conférence 14. J'entendais clairement le murmure bas et arrogant de voix très confiantes s'échapper de l'intérieur. Valeria, Harrison et leurs avocats externes coûteux et clinquants étaient assis là, buvant tranquillement notre café d'entreprise haut de gamme, persuadés d'être totalement intouchables. Ils pensaient avoir facilement et sans effort obtenu 2 millions de dollars de mon naïf de père. Et maintenant, ils étaient sur le point de sécuriser rapidement un rachat massif de plusieurs millions de dollars auprès de notre client bancaire institutionnel. Ils pensaient avoir entièrement gagné la partie. Ils pensaient que l'avocat spécialisé dans la conformité, calme et ennuyeux, qu'ils avaient méchamment relégué à la table des enfants lors du mariage était totalement impuissant à les arrêter. J'ai tendu la main, saisi la poignée en laiton froide et poussé la lourde porte en chêne. Toute la pièce est devenue instantanément silencieuse. Valeria a levé les yeux de son téléphone, son sourire hautement arrogant se figeant instantanément sur son visage. Harrison est resté complètement immobile, sa tasse de café en porcelaine coûteuse suspendue à mi-chemin de sa bouche ouverte. Le regard de panique pure et de choc absolu qui a rapidement envahi le visage de mon frère, l'enfant prodige de la famille, était un chef-d'œuvre dont je me souviendrai clairement toute ma vie. Je me suis dirigé calmement vers le bout de la longue table en acajou, j'ai posé mon lourd classeur avec un bruit sourd et sonore,
et j'ai lentement déboutonné ma veste de costume. « Bonjour », dis-je d'une voix incroyablement stable, totalement professionnelle et glaciale. « Parlons de l'argent manquant. » La lourde porte en chêne de la salle de conférence 14 s'est refermée fermement derrière moi, et le clic métallique de la poignée en laiton a résonné exactement comme le verrou d'une cellule de prison. Je me tenais au bout de l'immense table en acajou verni. La pièce était absolument impeccable, l'air conditionné y soufflait fort, et elle sentait le cuir des sièges coûteux, le café frais et l'arrogance des grands enjeux. Je ne me suis pas assis. J'ai lentement déboutonné ma veste de costume, tiré la lourde chaise au bout de la table et posé mes mains à plat sur le bois frais. Valyria était assise près du centre de la longue table, flanquée de part et d'autre de deux avocats externes très chers et élégamment vêtus. Son blazer de créateur blanc contrastait nettement avec la pièce sombre, et son énorme bague de fiançailles en diamant accrochait la lumière fluorescente à chaque fois qu'elle bougeait la main. Lorsqu'elle m'a vu franchir ses portes pour la première fois, son choc de départ s'est rapidement transformé en un sourire étroit et incroyablement condescendant. Elle croyait sincèrement que j'étais un chiot égaré qui s'était trompé d'étage. Elle pensait que je n'étais que le frère aîné amer, fraîchement divorcé, qui lisait des manuels de conformité ennuyeux pour un maigre salaire, totalement hors de mon élément dans une pièce remplie de véritables acteurs de la finance. Les clés de sa Porsche 911 étaient posées négligemment sur la table à côté de son bloc-notes, une démonstration silencieuse et odieuse de sa prétendue richesse. Harrison était assis juste à côté d'elle, et sa réaction était totalement différente. Il tenait une tasse en porcelaine blanche suspendue à mi-chemin de sa bouche ouverte. Il a baissé la tasse très lentement, sa main tremblant si fort que le liquide sombre a oscillé, débordant légèrement sur le sous-verre en verre propre. Il avait l'air incroyablement déplacé au milieu des avocats d'affaires chevronnés et des banquiers d'affaires présents dans la pièce. C'était un homme qui jouait au brillant entrepreneur sur les réseaux sociaux, publiant des citations inspirantes et des photos de dîners coûteux. Mais dans une pièce remplie de véritables prédateurs financiers, il semblait totalement exposé. Son costume sur mesure ressemblait soudain à un déguisement bon marché. À ma gauche immédiate étaient assis les trois représentants principaux de la grande banque institutionnelle que nous représentions. C'étaient des hommes d'un certain âge, totalement dépourvus d'humour ou de patience, vêtus de costumes gris classiques et tenant de lourds stylos argentés. Ils étaient là pour signer officiellement une acquisition immobilière commerciale de plusieurs millions de dollars. Ils s'attendaient à une transaction fluide, facile et hautement rentable pour pouvoir retourner à leur club de golf dès 15 heures. Ils me regardèrent avec un léger agacement, attendant que la réunion commence officiellement. Valyria s'est adossée agressivement dans son fauteuil en cuir et a croisé les bras. Sa voix dégoulinait d'une fausse douceur et d'un venin pur lorsqu'elle m'a demandé, assez fort pour que toute la pièce l'entende, ce que je pensais faire en faisant irruption dans une réunion d'acquisition privée. Elle a regardé directement les banquiers et a plaisanté en disant que je n'étais que le frère aîné de son mari, un avocat débutant qui s'était visiblement trompé d'étage et de hiérarchie au sein du cabinet. Elle tentait activement de m'humilier publiquement à nouveau, utilisant la même tactique d'intimidation qui lui avait réussi lors de notre dîner de famille et à son mariage fastueux. Elle s'attendait à ce que je me démonte, que je m'excuse et que je quitte la pièce maladroitement. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas élevé la voix d'un décibel. J'ai regardé directement au-delà d'elle, refusant de lui accorder la validation de mon attention, et j'ai établi un contact visuel direct avec son avocat principal. Je me suis présenté formellement à la salle. J'ai énoncé mon nom complet et mon titre de responsable principal de l'évaluation et de la limitation des risques du cabinet, agissant sous l'autorité unilatérale de notre associée gérante, Cassandra. J'ai déclaré clairement, en insistant bien pour l'appareil d'enregistrement officiel au centre de la table, que j'étais présent pour présenter l'audit de conformité final et contraignant concernant le projet immobilier commercial de Bellstone Development. Le sourire faux et arrogant de Valyria s'est complètement évanoui. Les avocats assis à ses côtés se sont immédiatement redressés, leur posture passant du relâchement à la défensive. Ils savaient exactement ce que signifiait le titre de responsable principal des risques dans un cabinet de cette envergure. Cela signifiait que je n'étais pas un jeune associé chargé d'apporter le café. Cela signifiait que je détenais le pouvoir légal unilatéral et absolu de tuer l'intégralité de la transaction de plusieurs millions de dollars d'un seul trait de plume sur le formulaire d'évaluation des risques. J'ai ouvert le classeur épais que j'avais posé sur la table. Le bruit sec des pages qui tournaient fut le seul son dans la pièce silencieuse. J'ai regardé directement le banquier d'affaires principal, un homme nommé Sterling, réputé pour être totalement impitoyable avec les mauvais investissements. Je lui ai dit qu'avant que sa banque n'autorise le transfert des fonds d'acquisition massif à Bellstone Development,
nous devions de toute urgence discuter d'une série d'incohérences graves et hautement irrégulières dans les registres fiduciaires internes du vendeur et leurs déclarations fiscales d'entreprise. L'un des avocats de Valiria s'est immédiatement opposé, tentant de reprendre le contrôle de la pièce. Il s'est penché en avant, le visage rouge de colère, affirmant haut et fort que toutes les divulgations financières avaient été examinées en détail, auditées de manière indépendante et certifiées légalement par leur propre équipe 3 semaines auparavant. Emma a agressivement accusé de faute professionnelle, invoquant un prétendu conflit d'intérêts, et a directement menacé de déposer une plainte officielle contre moi auprès du barreau de l'État pour mettre fin à ma carrière. Il a exigé que je quitte la pièce immédiatement pour que les adultes puissent terminer leurs affaires importantes. Je l'ai ignoré. Un avocat spécialisé dans la conformité ne discute pas avec un chien qui aboie. Il lui montre simplement sa laisse. J'ai sorti une liasse de documents imprimés en haute résolution et les ai fait glisser sur la longue table en acajou vers les banquiers. J'ai demandé à l'assistance de se reporter spécifiquement à la page 42 du dossier. J'ai gardé une voix incroyablement plate, dépourvue de toute émotion personnelle ou de rancune familiale. Je leur ai dit qu'ils regardaient directement l'accord d'exploitation officiel et juridiquement contraignant pour la propriété commerciale qu'ils tentaient d'acheter aujourd'hui. J'ai pointé un stylo sur le document, surlignant le numéro de routage bancaire spécifique et le nom exact de l'entité légale mentionnée pour le compte fiduciaire requis. Je leur ai demandé de vérifier les chiffres à haute voix. Sterling a lu les chiffres. Ils correspondaient parfaitement au contrat. J'ai alors plongé à nouveau la main dans ma lourde mallette en cuir pour en sortir une deuxième liasse de documents. Il s'agissait des registres comptables internes hautement confidentiels que Desmond, le partenaire commercial traître de Valiria, m'avait secrètement transmis sur mon serveur sécurisé tard hier soir. J'ai fait glisser ces copies non autorisées sur la table également, les plaçant directement à côté du contrat officiel. J'ai demandé au banquier d'observer de très près ce second jeu de chiffres. J'ai déclaré clairement, en veillant à ce que l'appareil d'enregistrement capte la moindre syllabe, que le compte bancaire spécifique utilisé activement par Valiria pour collecter des fonds d'investisseurs privés au cours des 90 derniers jours ne correspondait absolument pas au compte fiduciaire officiel enregistré auprès de la Commission immobilière de l'État. Je leur ai expliqué que les fonds des investisseurs privés étaient activement et délibérément détournés vers un compte miroir non enregistré, géré sous une SARL totalement différente, qui n'avait aucun lien juridique avec la propriété vendue aujourd'hui. Sterling a saisi ses lunettes de lecture, les a chaussées avec une lenteur calculée et a fixé attentivement les documents. Il a croisé les numéros de routage. Le silence dans la pièce est devenu si épais qu'on aurait dit un poids physique pesant sur nos poitrines. Il a levé les yeux vers Valiria. Son regard était glacial, dépourvu de toute courtoisie professionnelle. Il lui a demandé d'une voix très calme et très dangereuse d'expliquer immédiatement cette anomalie flagrante et hautement illégale dans sa comptabilité d'entreprise. Valiria a avalé sa salive avec peine. Je pouvais physiquement voir les muscles de sa gorge se contracter pour la toute première fois depuis que je l'avais rencontré à ce dîner de famille des mois auparavant. La promotrice immobilière arrogante et intouchable semblait sincèrement terrifiée. La façade soignée se vissait. Elle a ajusté nerveusement les poignets de son blazer de créateur pour essayer de gagner quelques secondes. Elle a bafouillé légèrement, bien loin de son assurance habituelle. Elle a prétendu qu'il s'agissait simplement d'une erreur administrative mineure et regrettable. Elle a même tenté de tourner la chose à la rigolade, un rire nerveux et aigu qui a résonné désagréablement dans la pièce silencieuse. Elle a affirmé que son service comptable avait récemment procédé à une migration de logiciels compliqués et que certains numéros de routage avaient simplement été intervertis par erreur dans le système automatisé. Elle a jeté un regard désespéré vers Harrison pour chercher un soutien moral, mais mon frère fixait les documents accablants, le visage livide, sa respiration devenant incroyablement courte et rapide. Il avait l'air sur le point de s'évanouir. Je ne l'ai pas laissé respirer. Je ne lui ai pas laissé le moindre espace pour inventer de nouveaux mensonges. Je me suis penché sur la table, prenant appui sur mes mains. J'ai dit à l'assistance qu'une erreur administrative consistait à faire une faute d'orthographe sur une adresse postale. Une erreur administrative ne consiste pas à créer délibérément une société à responsabilité limitée secondaire entièrement non enregistrée. À dissimuler la véritable propriété de l'entreprise derrière une ancienne colocataire vivant dans un autre État et à acheminer activement des millions de dollars d'argent liquide non documenté via des comptes offshore pour échapper à l'impôt fédéral. Son avocat principal a levé la main avec force, me signalant agressivement de me taire. Il a affirmé avec fermeté qu'il s'agissait d'allégations extrêmement graves et hautement diffamatoires,
basé entièrement sur des documents internes non vérifiés et potentiellement volés. Il a dit qu'il ne resterait pas assis là à subir un interrogatoire hostile et illégal. Il a menacé de nous poursuivre, mon associé gérante, mon cabinet et moi, pour des millions de dollars pour interférence abusive dans un contrat commercial. Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans ciller. Je lui ai dit qu'il était libre de déposer la plainte qu'il voulait, mais qu'il ferait mieux d'examiner attentivement les documents sous ses yeux et de réaliser que sa propre cliente lui mentait depuis des mois. J'ai dit à cet avocat très cher que s'il continuait à défendre aveuglément cette transaction frauduleuse en y apposant sa signature, il s'impliquait personnellement et légalement dans une vaste conspiration fédérale de fraude bancaire et que sa licence d'avocat serait détruite par le comité d'éthique avant la fin de l'année fiscale. La posture agressive et intimidante de l'avocat s'est instantanément effondrée. Les avocats d'affaires se montrent extrêmement courageux lorsqu'il s'agit de protéger leurs précieuses heures facturables. Mais ils deviennent de parfaits lâches dès l'instant où leur propre licence d'exercice et leur liberté personnelle sont directement menacées par une inculpation fédérale. Il s'est lentement adossé à son fauteuil, s'éloignant physiquement de Valeria. Il a posé son stylo sur la table. C'était le signe ultime d'un navire en train de sombrer. Il l'abandonnait officiellement. J'ai reporté toute mon attention sur Valeria. Je me suis approché d'elle de l'autre côté de la table. Je lui ai posé une question très simple et directe, je lui ai demandé ce qu'il était advenu du virement de 2 millions de dollars effectué par l'entreprise de logistique de Gideon Ward ce matin même à 7h42 précise. Harrison a poussé un soupir audible, un son étranglé. Sa tête s'est redressée brusquement et il a fixé sa nouvelle épouse avec des yeux écarquillés par l'horreur. Il lui a demandé, la voix tremblante, de quoi je parlais. Il lui a demandé si elle avait réellement pris tout l'argent de retraite de notre père, l'argent censé protéger la famille. Le masque soigneusement construit de Valeria s'est brisé en 1000 morceaux. Elle m'a jeté un regard d'une haine pure et venimeuse. Elle a sifflé entre ses dents blanches et coûteuses que Gideon faisait partie de la famille et que son investissement personnel dans son entreprise n'avait absolument rien à voir avec la transaction immobilière sur la table aujourd'hui. Elle a exigé que je reste en dehors de ses affaires de famille. Je me suis redressé de toute ma hauteur, boutonnant ma veste. J'ai regardé autour de la pièce, m'assurant que chaque banquier et avocat d'affaires accordait une attention totale à mes prochains mots. J'ai dit à Valeria qu'à la seconde même où elle avait illégalement mélangé les 2 millions de dollars de mon père avec le compte miroir frauduleux lié à cette acquisition, elle avait fait de sa destruction mon affaire personnelle. Le piège juridique était refermé. Les portes en acier s'étaient verrouillées, et elle était totalement coincée. Mais le véritable désastre, le coup de théâtre ultime qui allait anéantir son empire criminel et briser définitivement la fausse réalité de mon frère, se trouvait encore dans l'épais dossier jaune directement sous ma main gauche. J'allais révéler à toute la pièce où allaient réellement ces 2 millions de dollars. La tension dans la salle de conférence 14 était absolument étouffante, assez lourde pour broyer des os. Sterling, le banquier d'affaires principal, a retiré ses lunettes de lecture et les a posées délibérément sur la table en acajou. Il m'a regardé, le visage figé dans une expression d'impitoyable rigueur professionnelle. Il se moquait des drames familiaux. Il ne se souciait que des amendes fédérales massives. Il m'a posé la seule question juridique qui importait à cet instant précis, il m'a demandé où se trouvait actuellement l'argent détourné. Il avait besoin de savoir, pour sa propre protection juridique, si son institution financière était sur le point de financer une entreprise criminelle hautement illégale. J'ai ouvert lentement le dernier dossier épais. Je n'ai pas précipité le geste. J'ai laissé le silence angoissant se prolonger, laissant Valeria transpirer à travers sa chemise en soie coûteuse. J'ai sorti un schéma financier surligné et extrêmement détaillé que Rowan, mon brillant assistant, et moi avions passé la nuit à élaborer jusqu'à 3 heures du matin. C'était une traçabilité financière irréprochable du compte miroir, cartographiant chaque dollar numérique qui entrait et sortait de la SARL frauduleuse. J'ai tendu le schéma directement à Sterling, ignorant superbement Valeria comme si elle n'existait même pas. J'ai gardé une voix parfaitement calme, dénuée de tout triomphalisme, portant le coup de grâce avec la précision clinique d'un chirurgien. J'ai expliqué à l'assistance que les 2 millions de dollars que mon père Gideon a bêtement virés à 7h42 précise n'étaient pas restés plus de 12 minutes sur le compte de Valeria. J'ai dit au banquier qu'à 7h54 précise, l'intégralité de la somme avait été transférée numériquement hors du contrôle légal de Bellstone Development. Elle avait été virée en un seul versement directement à une société holding secondaire obscure enregistrée dans l'état du Delaware. Valeria s'est jetée en avant sur sa chaise, abattant violemment ses 2 mains sur la table en bois.
Elle a perdu tout reste de tenue professionnelle. Elle m'a hurlé de me taire à plein poumon. Elle a désespérément exigé que ses avocats silencieux émettent immédiatement une injonction de confidentialité pour m'empêcher de parler. Elle hyperventilait, sa poitrine se soulevant rapidement, son maquillage commençant à couler. Ses yeux étaient sauvages, comme ceux d'un animal traqué face aux chasseurs. Mais ses avocats externes restèrent assis là, fixant leur bloc-notes jaune, refusant catégoriquement de parler ou d'intervenir. Ils l'avaient officiellement abandonné au loup. Je n'ai pas arrêté de parler. J'ai simplement élevé la voix juste assez pour couvrir ses cris hystériques et désespérés. J'ai demandé au banquier de regarder attentivement le propriétaire légalement enregistré de cette société holding du Delaware recevant les fonds volés. J'ai tourné la tête et j'ai regardé directement Harrison. Mon frère, l'enfant gâté, se tassait dans son fauteuil en cuir, le visage complètement vidé de son sang, l'air physiquement malade. J'ai ordonné à Harrison de lire à haute voix le nom du directeur gérant de la holding. J'ai fait glisser une copie du document juste devant lui. Il a fixé le papier surligné. Ses lèvres ont bougé, tremblant violemment, mais aucun son n'est sorti de sa bouche. Il a levé les yeux vers moi, le regard rempli d'un mélange d'horreur absolue et de trahison profonde. Le nom légalement imprimé sur le document était Brenda, mon ex-belle-mère profondément malveillante. La femme même qui s'était tenue sur mon porche pour me crier que j'étais un raté et menacé de détruire ma réputation. La femme même que mon propre père avait défendue avec ferveur au téléphone tout en me reniant pour avoir tenté de protéger son entreprise. Toute la salle de conférence est devenue d'un calme absolu. On n'entendait que le léger vrombissement de la climatisation au-dessus de nos têtes. Il fallut plusieurs secondes pour que la magnitude de ce rebondissement s'impose à l'esprit de chacun. Je me tenais là et j'ai exposé toute la vérité nue aux yeux de tous. J'ai expliqué méthodiquement que Valeria et Brenda n'étaient pas des étrangères qui s'étaient croisées par hasard. Elles collaboraient secrètement depuis plus de 2 ans et demi. Lorsque la famille cupide de mon ex-femme vidait l'entreprise de logistique de mon père via un réseau complexe de fournisseurs fantômes et de notes de frais gonflées, l'argent volé n'était pas dépensé en produits de luxe. Il était discrètement et systématiquement injecté pour financer les projets immobiliers en faillite de Valeria. Bellstone Développement n'était pas une entreprise florissante, c'était une vaste pyramide de Ponzi, maintenue à flot uniquement par l'argent volé à l'entreprise de mon père. Lorsque j'ai fini par découvrir le vol, provoquer le divorce et exiger le licenciement du personnel frauduleux, j'ai complètement coupé leur principale source de revenus illicites. L'entreprise de Valeria s'est retrouvée soudainement privée de capitaux. Ils faisaient face à une faillite imminente et à des audits fédéraux massifs. Ils ont donc élaboré un plan désespéré et incroyablement audacieux. Valeria a spécifiquement ciblé Harrison. Elle a manipulé mon frère stupide et obsédé par le statut social, éblouissant mes parents peu sur 2 avec une Porsche 911 brillante, des dîners coûteux au country club et de fausses promesses de richesse générationnelle. Ils ont réussi à convaincre mon père têtu de leur remettre volontairement 2 millions de dollars de son argent de retraite sous l'apparence d'un investissement immobilier lucratif. Mais cet argent n'a jamais été destiné à l'immobilier. Il a été immédiatement transféré vers la holding de Brenda pour rembourser les dettes massives que Valeria avait contractées envers elle au cours des années précédentes de blanchiment d'argent et de projets ratés. Mon père venait littéralement de payer ses propres voleurs pour continuer à se faire voler au grand jour. Harrison a émis un son que je ne peux décrire que comme le cri d'un animal mourant, un sanglot profond et déchirant de dévastation absolue. Il s'est tourné très lentement vers sa nouvelle épouse. Il lui a demandé, d'une voix brisée, si un seul mot de tout cela était vrai. Il lui a demandé si toute leur romance est claire, le mariage fastueux au country club où il m'avait relégué au fond, et les promesses de bâtir un empire ensemble n'étaient qu'un vol qualifié destiné à dépouiller notre famille. Valeria ne l'a pas regardé. Elle n'a pas pu croiser son regard. Elle a fixé le mur en acajou en face d'elle, la mâchoire serrée, sa respiration rapide. Elle n'avait absolument rien à dire. Il n'existait aucune échappatoire, aucun mensonge pour la sauver. Les preuves financières étaient irréprochables, incontestables et dévastatrices pour son avenir. Sterling, le banquier d'affaires, s'est levé brusquement, les pieds de sa chaise grinçant sur la moquette. Il a boutonné sa veste de costume d'un geste sec et précis. Il a regardé Valeria avec un dégoût habituellement réservé aux déchets toxiques. Il a déclaré haut et fort, pour que ce soit enregistré dans le procès-verbal officiel, que son institution financière se retirait immédiatement et définitivement de l'acquisition proposée.
Il a annoncé qu'il était légalement et éthiquement obligé de signaler immédiatement l'intégralité du compte de Bellstone aux autorités de régulation fédérale pour activité hautement suspecte. Il s'est tourné vers moi, m'a adressé un signe de tête respectueux pour le piège que j'avais tendu, et a quitté la pièce, suivi de toute son équipe. Les avocats de Valyria ont immédiatement rangé leur dossier dans leur mallette en cuir dans un silence paniqué. Ils ont presque couru pour sortir de la pièce, désespérés de s'éloigner au plus vite des retombées radioactives d'une conspiration fédérale de fraude bancaire qui allait faire la une des journaux nationaux. En l'espace de 4 minutes, la réunion d'affaires avait pris fin. La transaction de plusieurs millions de dollars était définitivement morte. La bouée de sauvetage financière dont Valyria avait besoin pour échapper à la prison venait d'être coupée. Seul Valyria, Harrison et moi restions dans l'immense pièce silencieuse. J'ai méthodiquement rangé mes dossiers dans ma mallette en cuir. J'ai refermé les verrous en laiton d'un clic sec qui a résonné dans le vide. J'ai regardé Valyria une dernière fois, sans éprouver la moindre émotion. Je lui ai dit d'une voix neutre qu'elle ferait bien d'appeler immédiatement un très bon avocat pénaliste, car mon cabinet transmettait l'intégralité de l'audit financier directement à la Security and Exchange Commission avant le déjeuner. Je leur ai tourné le dos et je suis sorti de la salle de conférence 14, laissant mon frère brisé et son épouse frauduleuse seuls au milieu des ruines fumantes de leurs mensonges. Prenons un moment pour faire une pause. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes formidables. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en écrivant le chiffre 1 dans les commentaires ci-dessous pour me faire savoir que vous m'avez suivi jusqu'à ce point. Cela m'encourage à continuer de partager la suite de ce parcours avec vous. La descente en ascenseur à grande vitesse vers le hall principal fut incroyablement calme, m'offrant un moment pour respirer. Je suis sorti dans la rue animée du centre-ville de Chicago. Le vent glacial a frappé mon visage de plein fouet, mais pour la toute première fois en près de 2 ans, je n'ai pas ressenti ce froid dans mes os. Je ressentais un sentiment profond et écrasant de réhabilitation absolue. Je n'avais pas crié. Je n'avais pas fait de crise. J'avais utilisé des documents juridiques froids, précis et incontestables pour anéantir les personnes même qui m'avaient traité comme un déchet. NHNG les retombées émotionnelles et personnelles ne faisaient que commencer. Car tandis que Valyria risquait une lourde peine de prison fédérale, mon père était sur le point de se réveiller et de réaliser qu'il avait volontairement réduit le travail de sa vie en cendres simplement pour protéger son orgueil arrogant. Les retombées immédiates de la confrontation furent laides, mais se déroulèrent d'une manière très calme, extrêmement coûteuse et purement juridique. L'effondrement de Bellstone Développement ne fut pas une explosion spectaculaire. Ce fut une implosion financière rapide, brutale et sans pitié qui a entraîné tous les protagonistes dans l'obscurité. À la fin de la semaine, les régulateurs de la SEC avaient officiellement et agressivement gelé chaque compte bancaire, personnel et professionnel, lié à Valyria, Brenda et leur réseau complexe de SARL douteuses. Le virement de 2 millions de dollars que mon père avait envoyé si fièrement et si bêtement fut bloqué dans une saisie d'actifs fédérale complexe. L'argent ayant été rapidement et illégalement mélangé à des fonds illicites dans la holding offshore de Brenda, le gouvernement a traité chaque centime comme une preuve active de blanchiment d'argent. Gideon ne pouvait plus toucher un seul centime de sa retraite. Son filet de sécurité financière venait de s'évanouir dans les coffres de l'État. La façade brillante et arrogante de Valyria s'est évaporée du jour au lendemain. Les gens qui construisent leur existence sur une image artificielle se retrouvent rapidement abandonnés par les opportunistes dès que l'argent cesse de couler. Desmond, son partenaire d'affaires traître qui m'avait transmis les documents, a démissionné publiquement et avec fracas. Il a tenu une conférence de presse pour rejeter la faute sur Valyria, l'accusant de mauvaise gestion d'entreprise, tentant de jouer les victimes innocentes. Les agents fédéraux n'en crurent pas un mot. Ils finirent par l'inculper lui aussi, le sortant de son bureau les menottes au poignet. La Porsche 911 flambant neuve que Valyria utilisait pour éblouir mes parents fut saisie par la banque dans leur allée de garage un mardi après-midi. Devant tout le quartier, Harrison a dû assister, humilié, au remorquage de sa fausse identité pendant que les voisins observaient la scène derrière leur store. Exactement 12 jours après cette réunion dévastatrice, l'interphone de mon appartement a retenti bruyamment à 21h. J'étais assis à mon comptoir de cuisine, examinant un contrat de travail standard, l'esprit en paix. Je me suis approché et j'ai regardé le moniteur de sécurité en noir et blanc. C'était Gideon. J'ai appuyé sur le bouton pour le laisser monter, me préparant à une confrontation. Quand j'ai ouvert ma lourde porte d'entrée, j'ai à peine reconnu l'homme qui se tenait dans mon couloir brillamment éclairé. Gideon avait toujours été un homme qui projetait une force immense,
une certitude absolue et une fierté hautement toxique. À présent, il semblait incroyablement vieux et profondément brisé. Son costume sur mesure était froissé, sa cravate en soie desserrée, et son visage avait l'air gris et creux d'un homme dont l'ego fragile venait de lui présenter une facture financière dévastatrice qu'il était incapable de payer. Il m'a demandé doucement, d'une voix dépouillée de son autorité habituelle, s'il pouvait entrer. Je me suis écarté, le laissant pénétrer dans mon salon. Il s'est tenu près de mon canapé, regardant mon appartement comme s'il découvrait ma vie pour la toute première fois. Il a remarqué les étagères soignées remplies de lourds volumes juridiques, le bureau ordonné, le certificat du barreau fièrement encadré au vu. Il observait la preuve indéniable que j'avais réussi à me bâtir une existence stable et accomplie sans avoir besoin de lui, de son argent ou de son approbation toxique. Il tenait dans sa main droite tremblante un document officiel froissé et taché de larmes. C'était un avis formel de la division fédérale des saisies d'actifs concernant ces 2 millions de dollars. Il m'a regardé, les yeux rougis et cernés de fatigue. Il m'a demandé, d'une voix tremblante qui était à peine un murmure, si cet argent était définitivement perdu. Je l'ai regardé. Je m'attendais à ressentir une immense vague de triomphe. Je pensais savourer la satisfaction de lui remettre son échec monumental sous le nez. Mais je ne ressentais ni pitié, ni colère. Je me sentais simplement fatigué. Je lui ai expliqué de ma voix d'avocat que les fonds étaient gelés pour une durée indéterminée en attendant les conclusions d'une enquête criminelle fédérale de plusieurs années. Je lui ai formellement conseillé d'engager immédiatement un avocat pénaliste indépendant, totalement distinct de quiconque était lié à Harrison ou Valeria, afin d'éviter la prison pour complicité involontaire de fraude bancaire. Il a hoché la tête lentement, mesurant l'horreur de sa situation. Il s'est effondré sur le bord de mon canapé, comme si ses genoux avaient lâché sous le poids de la réalité. Pendant un long moment, aucun de nous n'a prononcé un mot. Le silence dans l'appartement était assourdissant, seulement troublé par le bruit lointain de la circulation de Chicago. Puis il a baissé les yeux vers ses chaussures en cuir coûteuses et a prononcé les 5 mots que j'attendais depuis des années, « J'aurais dû t'écouter ». Il serait facile de vous dire que cette simple phrase pleine de larmes a magiquement guéri des années de mépris et de rejet émotionnel. Ce ne fut absolument pas le cas. Certaines blessures profondes ne se referment pas instantanément simplement parce que la personne qui tenait le couteau réalise enfin ce qu'elle a fait. Je me suis approché de mon bureau en chêne, j'ai pris un dossier jaune épais que j'avais préparé quelques jours auparavant et je le lui ai tendu. Je lui ai dit que c'était exactement ce qu'il devait envoyer à son nouvel avocat pour sauver sa peau. Le dossier contenait chaque email d'avertissement que je lui avais envoyé, chaque demande de documents restée sans réponse, mes recherches dans les registres publics et le message vocal agressif que Harrison m'avait laissé pour m'accuser de jalousie. Gideon a regardé le dossier épais entre ses mains. Il a levé les yeux vers moi, le regard embué de larmes de regret. Il m'a demandé si j'avais préparé tout cela méticuleusement parce que je savais qu'il finirait par ramper pour me demander de l'aide. Je l'ai regardé droit dans les yeux, immobile. J'ai répondu « non ». Je lui ai dit que j'avais préparé cela parce que faire le travail requis avec rigueur et découvrir la vérité était précisément mon métier. Je lui ai rappelé que c'était cette même carrière qu'il avait ouvertement tournée en dérision et méprisée durant toute ma vie d'adulte. Il a avalé sa salive. Il n'a pas cherché à se défendre ou à inventer des excuses. Il a de nouveau regardé le sol, se tassant sur lui-même. Il a murmuré, d'une voix à peine audible, qu'il m'avait laissé installer à cette table humiliante près des cuisines lors du mariage. Il a admis qu'il avait vu la carte de table rayée de ses propres yeux avant de s'asseoir pour manger son steak coûteux. Cet aveu m'a fait bien plus de mal que je ne l'aurais cru. Jusqu'à cet instant, une part enfantine et désespérée en moi avait voulu croire qu'il n'avait peut-être pas remarqué cette cruauté, qu'il était simplement distrait. Je l'ai regardé et je lui ai demandé très calmement, avec des années de douleur derrière ma question, pourquoi il n'avait rien dit pour défendre son propre fils. Gideon semblait brisé. Il m'a dit que ma mère Sylvia lui avait assuré que mon divorce l'ait apporté une esthétique négative et déprimante sur les photos de famille. Il a dit qu'elle l'avait convaincu que j'étais assez fort pour encaisser ce manque de respect sans rien dire. Il a ajouté que la devise de la famille avait toujours été « Julian va s'adapter. Julian va régler ça. Julian va absorber discrètement toutes les parties laides de la réalité pour que le reste de la famille puisse rester beau, heureux et parfait sur la photo. » Je suis resté immobile dans mon salon. J'ai regardé mon père, l'homme qui avait troqué son fils pour une jolie photo, et j'ai tracé la limite infranchissable qui allait définir le reste de ma vie. Je lui ai dit que je comprenais désormais parfaitement ma place à table.
Je lui ai dit que c'était précisément là le problème. Je lui ai demandé de quitter mon appartement et de ne plus revenir sans m'avoir appelé au préalable. Il s'est levé lentement, serrant le dossier juridique contre sa poitrine comme un bouclier, et a franchi la porte. L'empire logistique qu'il avait mis des décennies à bâtir tombait en ruine. Le mariage de son fils préféré était une scène de crime fédéral, et le seul fils capable qui avait tenté de le sauver venait de verrouiller sa porte. 6 longs mois calmes s'écoulèrent lentement. Le changement dans ma vie et dans ma dynamique familiale ne fut pas instantané ni spectaculaire. Une véritable guérison émotionnelle est rarement nette et rapide. C'est un processus lent et délibéré qui consiste simplement à refuser de participer au chaos. Harrison a officiellement demandé l'annulation de son mariage avec Valeria exactement 8 semaines après la réunion d'affaires qui avait mis fin à la carrière de cette dernière. Les motifs légaux de la séparation étaient incroyablement complexes, mêlant fraude financière massive, passif caché et tromperie. Mais la vérité émotionnelle de leur rupture était simple, mon frère avait épousé aveuglément une version artificielle et filtrée d'une femme qui ne pouvait pas survivre à une seule heure de vérification juridique rigoureuse. Harrison et moi ne sommes pas devenus proches du jour au lendemain. Nous n'avons pas commencé à boire des bières le week-end en faisant comme si les années passées de mépris et d'arrogance n'avaient pas existé. NHNG un mardi après-midi pluvieux, Harrison est apparu sans prévenir à la réception de mon cabinet d'avocat. Il attendait tranquillement sur le canapé en cuir. Il semblait plus mince, le visage marqué, vieilli et dépourvu de son arrogance passée. Il portait un blouson ordinaire, n'avait aucune montre coûteuse au poignet, et le poids de la réalité avait modifié sa posture. Il ressemblait à un homme ordinaire et humble. Nous nous sommes assis à une petite table bancale dans le coin d'un café modeste des environs. Il a fixé son café noir pendant un long moment, caressant nerveusement le bord du gobelet en papier. Puis, il a révélé un détail inattendu qui a définitivement clos ce cauchemar familial. Harrison m'a avoué qu'il avait découvert l'un des registres fiduciaires non cryptés de Valeria sur son ordinateur portable 3 jours complets avant le mariage fastueux au country club. Il a admis, la voix tremblante, qu'il avait vu les transferts de fonds massifs et suspects vers la holding de Brenda. Il savait au fond de lui que quelque chose était profondément illégal. Je l'ai regardé, mon café refroidissant entre mes mains. J'ai ressenti une vague d'incrédulité. Je lui ai demandé, la voix serrée, pourquoi il n'avait pas arrêté le mariage. Je lui ai demandé pourquoi il avait sciemment laissé notre père virer 2 millions de dollars de sa retraite dans un brasier financier. Harrison a levé les yeux, le regard rempli d'une honte pathétique et profonde. Il a avoué qu'il était terrifié à l'idée de l'humiliation publique d'annuler un mariage si médiatisé. Il a confessé qu'il était accro au train de vie luxueux que Valeria lui offrait sans effort, les dîners coûteux, le statut social au country club, les clés de la Porsche 911 qui le faisaient paraître si accompli. Il a dit qu'il avait choisi de fermer les yeux, espérant qu'il ne s'agissait que d'une astuce fiscale mineure, car il voulait continuer à jouer le rôle du brillant entrepreneur autodidacte. Il avait littéralement vendu notre père, risquant toutes les économies de sa vie pour maintenir des apparences superficielles sur ses réseaux sociaux. Il m'a regardé, les larmes aux yeux, et m'a demandé si je le détestais. Je me suis adossé à ma chaise, écoutant la pluie frapper la vitre du café. L'ancienne version de moi-même aurait hurlé. Elle lui aurait fait la leçon sur la moralité, le devoir fiduciaire et la responsabilité légale. Mais cette nouvelle version de moi-même ne ressentait qu'une profonde et lourde pitié pour un homme qui avait tellement besoin d'un public qu'il était prêt à détruire les siens pour continuer à se faire applaudir. J'ai dit calmement à Harrison que je ne le détestais pas. Je lui ai dit que j'en avais simplement fini de le sauver des conséquences prévisibles de ses propres choix. J'ai payé les cafés, je me suis levé, j'ai pris mon manteau et je suis retourné à mon bureau sous la pluie. Ce fut la conversation la plus honnête et la plus brute que j'ai jamais eue avec mon frère, et elle m'a définitivement libéré de son ombre. Mon père a changé lui aussi. Mais le processus fut lent et douloureux, marqué par la dure réalité financière. Il a réussi à récupérer une infime fraction de son virement initial des années plus tard, après que les agents fédéraux eurent démantelé les sociétés écrans, mais il a perdu la majeure partie de sa retraite. Son train de vie a dû être considérablement réduit. Il ne s'est jamais plaint de cette perte financière devant moi. Il a commencé à m'envoyer ses contrats de fournisseurs par email avant de les signer. Au début, ces messages étaient extrêmement rigides, formels et maladroits. Puis ils sont devenus plus courts et légèrement plus humains. Un dimanche, il m'a appelé simplement pour me demander si je pouvais lui expliquer une clause de responsabilité complexe dans un nouveau bail d'entrepôt. Il n'y avait aucun jeu d'acteur,
aucune fierté arrogante, aucun ton autoritaire. C'était juste un père vieillissant qui demandait respectueusement de l'aide professionnelle à son fils compétent. Je l'ai aidé, non pas parce qu'il méritait soudainement un accès illimité à mon temps, mais parce que j'avais enfin appris à offrir mes compétences sans me perdre à nouveau dans le rôle ingrat du serviteur familial non payé. Ma mère, Sylvia, est restée l'élément le plus difficile à gérer. Elle aimait ses deux fils, mais elle aimait par-dessus tous les apparences sociales, les commérages du country club et le statut communautaire avec une dévotion presque religieuse. Elle a tenté à plusieurs reprises de planifier de grands dîners de famille pour effacer l'ardoise et balayer le scandale criminel sous le tapis comme s'il s'agissait d'un simple malentendu. J'ai décliné poliment mais fermement chaque invitation. Elle a fini par m'envoyer un long message rédigé avec soin pour s'excuser de la disposition des tables lors du mariage. Ce n'était absolument pas de vraies excuses. C'était un communiqué de presse conçu pour l'absoudre de sa culpabilité. Je ne me suis pas battu avec elle. J'ai simplement cessé de prétendre que des mots vides de sens pouvaient réparer un tort délibéré. J'ai réduit les contacts au strict minimum, verrouillant définitivement une porte que je laissais autrefois grande ouverte pour qu'il m'écrase. Lorsque des collègues de mon cabinet me demandent si le fait de démasquer Valyria et de détruire la fausse vie de mon frère m'a procuré une grande satisfaction, je ne sais jamais exactement quoi leur répondre. Je n'ai pas pénétré dans cette salle de conférence d'affaires avec des années de rancune familiale, cherchant une scène théâtrale pour me venger. J'y suis entré parfaitement préparé parce que la rigueur, la conformité et la recherche de la vérité sont précisément ce que mon travail exige. Les faits indiscutables, les numéros de compte et les documents ont fait le reste du travail pour moi. C'est exactement ce que ma famille a été incapable de comprendre à mon sujet pendant 34 ans. Mon calme silencieux n'a jamais été un signe de soumission ou de faiblesse. Mes questions de conformité lors des dîners ne provenaient pas d'une jalousie toxique. Ma prudence n'était pas de l'amertume liée à mon divorce. Mon silence à cette table du fond près des cuisines n'était pas un consentement à ma propre humiliation. Je n'ai jamais cherché à gâcher la vie de qui que ce soit. J'ai simplement décidé d'arrêter de protéger leurs mensonges fragiles contre le poids de leur propre réalité juridique. Aujourd'hui, ma vie est calme, paisible et m'appartient entièrement. Je vis toujours dans le même appartement à Chicago. Je me prépare toujours une tisane à la menthe le soir en regardant les lumières de la ville. Je lis toujours de volumineux contrats d'affaires, ligne par ligne, et je remarque toujours quand les chiffres ne correspondent pas. Mais je ne diminue plus ma confiance ni ma valeur simplement pour mettre à l'aise des gens arrogants dans leurs illusions. La semaine dernière, j'ai ouvert le tiroir du bas de mon grand bureau en chêne. J'ai sorti la carte de table pliée que j'avais conservée du mariage, celle où mon nom était rayé au marqueur noir avec la mention « Assistant fournisseur » écrite en dessous. J'avais aussi la carte vierge que Harrison m'avait rendue lors de nos aveux au café. Je ne les ai pas brûlées dans un accès de colère. Je ne les ai pas déchirées. Je les ai simplement placées toutes les deux dans une enveloppe blanche, je les scellées et j'ai écrit 2 mots sur le devant à l'encre noire, c'est assez. Parce que je sais exactement qui je suis, et je n'ai plus besoin de leur validation. Je suis l'homme qui s'est assis tranquillement à la table du fond et qui n'a rien dit. Je suis l'homme qui a gardé les preuves. Je suis l'homme qui a lu attentivement les documents que tout le monde a ignorés. Et lorsque toute la pièce a fini par poser la bonne question, c'est moi qui détenais la vérité absolue. Avez-vous déjà vécu une situation similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû tracer une limite infranchissable pour vous protéger des personnes même qui auraient dû vous protéger? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous.